Je suis d'origine palestinienne, je suis aussi jordanien, je suis français, franco-jordano-palestinien, je défends la cause palestinienne depuis un certain temps. Je suis à l'origine de plusieurs créations d'associations et je crois que ce sujet que vous venez d'aborder, c'est un sujet très important parce que là, on parle des sanctions, mais ce n'est pas seulement les sanctions contre les États. On a les sanctions aussi contre les associations, contre les structures financières, comme on vient de dire, contre les structures éducatives, contre les structures vraiment de la vie civile. Et là, moi, dans mes quotidiens, je suis vraiment affronté à tous ces problèmes. Je défends une association, plusieurs associations ici en France, et qui trouvent mal de fonctionner à cause de ces sanctions bancaires, par exemple, imposées par les Américains. Et je défends la cause de certaines organisations palestiniennes, avec d'autres avocats, avec d'autres confrères en France et en Europe, et on trouve mal la base juridique de mettre certaines structures, certaines organisations sur les listes noires. Quand la Cour européenne, la Cour de justice annonce, ou le tribunal de l'Union européenne déclare qu'il n'y a pas de base légale d'imposer ou de mettre une organisation sur la liste noire avec une décision américaine. Parce que les Américains, jusqu'à maintenant, le Conseil de l'Europe n'a pas approuvé ou n'a pas donné assez d'éléments sur le système américain. Avec tous mes constats internationaux, d'ailleurs, je trouve que le système judiciaire américain ne garantit pas le minimum de ces garanties, ne présente pas les garanties imposées par le droit international aux accusés ou même à certaines associations. C'est pour cela que je suis vraiment dans le processus de faire plusieurs, plusieurs requêtes auprès de rapporteurs spéciaux, mais aussi auprès de certaines commissions, comités, comme le comité de l'enfant, comme le comité de prisonniers, des prisonniers palestiniens par exemple. Et je suis aussi en partie d'accord avec les États qui sont en train de défendre leur cause devant cette prise unilatérale de la part des Américains, l'extraterritorialité de ces sanctions. Merci beaucoup, je continue sur ça très long. Merci bien. Thank you very much for sharing information. I get that I will do two short comments. As you're aware, the special rapporteurs and specific experts which are doing thematic report but can address it sometimes. So basically, one part of the work which I'm currently doing, I'm preparing communication if there is an individual cases. I have mentioned, for example, about the EB patients. There was a communication which was prepared as concerned the possibility of transplantation for Venezuelan children. So basically, if there will be specific information as concerns whatever stakeholders, I can deal with that. When it comes to the case of Palestinian organization, there is a special rapporteur on occupied Palestinian territory, so basically she can be contacted directly. I'm dealing with issues which fall under the impact of unilateral sanctions. So if there is an element, I'm not dealing with everything in the sphere of human rights. Each of us has a specific mandate, so I proceed with issues when, for example, the bank accounts, for example, have been blocked because the NGO was trying to deliver humanitarian aid to the countries under sanction. That's what I can proceed with. Another possibility to share the information and bring it to the attention of the special procedures and the
United Nations institutions is the possibility to respond to the calls of contributions. For example, the next year I plan to prepare one of my thematic reports on the right to health affected by unilateral sanction. That's why if there will be any information which any of you or the associations you are dealing with will be able to share, it's very much welcome. Another initiative which has been mentioned today is the problem of overcompliance. My report to the Human Rights Council next week is focusing on secondary sanctions, civil and criminal penalties for circumvention of sanctions regimes, plus overcompliance. And nearly a year ago, I issued a call for contributions from the side of various stakeholders, including banks, industries, NGOs, and international organizations. And I need to say, nearly all of them were scared to respond. Because in the current system of sanctions, many institutions are scared to share information because they prefer to continue functioning and not being presented. That was the first time when many NGOs have requested to keep their responses confidential, and basically that's what we can do. But I called states to cooperate and to draft a guidance in order to avoid and minimize overcompliance, but even states are reluctant doing that, and I, as one human being is requested to do this job, it's not possible, but I'm welcoming everyone to help us in that work. Thank you. Oui, elle dit donc qu'on peut chacun être un peu lanceur d'alerte, oui, mais que de plus en plus sur les plateformes disponibles des Nations Unies, les gens ont peur. Alors elle dit, n'ayez pas peur. De partager les informations de terrain que vous connaissez, des cartes. Vous avez d'autres questions au fond de ça, s'il vous plaît. Je pense que je vais pas poser une question directement en anglais. D'abord, vous présentez vous-même. Ok, moi je suis Nassir Ahmed, chef missionnaire de l'association musulmane ahmadiyya. Vous posez votre question en anglais puisque vous êtes. Oui, oui, je vous pose aussi. You see in the world, there are so many countries who are the champion of human rights. Even when a bird or animal is maltreated, and there is a cry in the whole world, why it is happening so? That why these champions of the peace and human rights, and this is happening by the United States of America, nobody is talking. Why they are so weak before United States of America? So that's a very complicated question. Again, I'm the expert focusing in this specific area. I'm not speaking about the geopolitical relations between states. What I can do as an expert is to bring attention to the issues of legality and to bring attention to the facts of human rights violations. Thank you. Many thanks. A short comment because you talked about transplantation in Iran. As you know, for the transplantation we need the organ, and the organ are available in Iran, so there is no problem. And I can assure you, at least in the field of transplantation, Iran is very high level. They do all kinds of the transplantation, liver, lungs, and really this is not a problem of Iran. And many patients come from the other neighbor countries to be transplanted in Iran. I think the main problem for Iran is what they need, the instruments, the drugs, and for example, for COVID in Iran, they needed the antiviral drugs, and it was not really available. But in the field of surgery, there is no need to the foreigner, goods. So in transplantation field, I know well because I work with them. They are not in difficulty, and especially the Iranian teams and French teams, they work together. They come to Iran, and the Iranian comes to France for exchanging the experience. That's what it is. I'm afraid that there could probably be confusion. I was speaking about transplantation of cancer patients of Venezuela. Okay. Sorry. Monsieur Lazare, s'il vous plaît. Très court, s'il vous plaît.
très court, le temps presse. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de poser une question très simple et disons, limpide. Suite à la décision du Kremlin de couper le gaz à la France, en Allemagne et puis un peu aux pays européens, on a l'impression, d'après nos informations, que les pays européens s'orientent vers l'Iran pour courtiser la République islamique d'Iran pour s'approvisionner en gaz et en pétrole. Et quelle serait la marge de manœuvre des Européens, sachant que les États-Unis et même la Russie ne seraient jamais restés tranquilles et silencieux. Et vous avez dit, messieurs Maillard et Drevski ont dit que finalement il y a beaucoup de manœuvres pour contrecarrer donc les Européens pour arriver à leur but. Oui. Mais ce qui nous intéresse, dans quelle mesure les Européens pourraient s'approvisionner en gaz et pétrole en Iran. Voilà, c'est ça. C'est très important. Merci beaucoup, ça c'est pas son spécialité. Lui, il intervient sur le droit de l'homme. Et dans ce cas-là, M. Meillard est parti. J'ai demandé messieurs les ambassadeurs, ils ont dit éventuellement qu'ils pourront vous répondre très court. I wish the rapporteur was a charming person, very impressive what you say. I wish you the best of Swiss luck. But you were not born when I was already dealing with human rights within the UN. So the problem with reports, being rather offensive, but the problem with reports on human rights is the storage room where we have to put them. It's never large enough. I mean to say, you do the best of what you can do. Your presence is totally essential. I hope you will always have the strength to go on in that direction. But since '82, when I was accredited to the UN, I haven't seen much progress. So don't get desperate. I'm old, so I'm getting desperate. I would like to see new things happening. Gas, you can find gas perhaps somewhere else, it takes time. You have to transport it, you have to have a pipeline, and Iran is under sanction. So that's the answer to your question. Strike Iran from a possible source. D'après nos informations, les Européens voudraient s'approvisionner en gaz et pétrole. Bonjour, Raphaël Bernard, journaliste. Je n'ai pas pu assister au début de la conférence, donc je ne sais pas si ce point a été abordé, j'imagine que oui, et que c'est un point très important. On parle de sanctions, mais au regard du droit international, il me semble que c'est un embargo moderne, certes, mais un embargo. Et depuis tout à l'heure, tout le monde utilise le terme sanction. C'est un embargo décidé de manière unilatérale, et c'est vrai qu'on parle souvent de novlangue. Là, on utilise pour le thème, du coup, un terme qui me semble impropre. Je voulais juste avoir votre sentiment par rapport à ça. Vous avez raison. C'est évoqué. C'est un acte de guerre. Hein. Oui, c'est un acte de guerre. C'est évoqué. If I may, I will do that. Just a short comment. The issue of terminology is one of the most complicated ones. My previous report, thematic report to the Human Rights Council, was focusing namely on the notion of terminology and the notions used in this sphere. We speak about unilateral sanctions. My mandate speaks about unilateral coercive measures, and we speak about embargo and many other elements. And unfortunately, the resolutions of the Human Rights Council speak about unilateral coercive measures with no precise definition.
And in the documents of other UN institutions, they already speak about unilateral measures. European Union speaks about restrictive measures. The UNCTAD speaks about coercive measures, and many other elements come. So as a lawyer, I would prefer precise definition, and that was proposed by me. Because in reality, having all these definitions is done in order to avoid control and avoid development of the problem. Having a definition and having concerns about what is legal and illegal is a way forward. And as for being desperate, I'm struggling with that every day, so far I'm surviving. Thank you. Votre Excellence. Ce micro. Moi, je voudrais poser une question finalement. Est-ce qu'il peut y avoir vraiment, est-ce qu'on peut ramener, disons, des questions d'ordre mondial quand même, c'est une question. On a vu tout ce qui a été dit, par exemple, à propos de l'Iran. On aurait pu dire à propos de la Syrie, on aurait pu dire à propos de l'Irak, de la Libye, tous ces, encore une fois, cette infinité de pays qui ont été touchés par des crises et des drames, des tragédies, et qui ont fait des millions de victimes depuis fort longtemps, depuis 30 ans, mettons. Mais est-ce que, finalement, est-ce qu'il peut y avoir une diplomatie uniquement centrée sur les droits de l'homme qui amène des normalisations de situation? Moi, je n'y crois pas, parce que précisément, toutes les guerres qui ont été engagées par les puissances que nous savons dans le monde, elles ont été menées au nom des droits de l'homme, soi-disant au nom des droits de l'homme, c'est-à-dire en disant prétendant qu'ils étaient bafoués, qu'ils étaient... et donc il fallait y mettre fin, notamment en renversant les gouvernements et en les remplaçant par on ne sait quoi d'ailleurs, mais c'était ça. Donc ce mécanisme-là, je ne suis pas sûr donc, que les droits de l'homme soient la solution, c'est le problème, c'est un des aspects du problème. Et puis, encore une fois, je voudrais insister sur le fait que lorsqu'on parle... I got the translation, so I got the point. So that's an amazing question, and there is usually a very active discussion between lawyers and between specialists in the sphere of international relations when it comes to the issues. So it's a little bit easier for lawyers to respond. Human rights is naturally the element which shall be enjoyed by every single individual around the world. And unfortunately, what we observe today and what I referred to in my presentation, the reference to human rights, is used as an excuse to impose unilateral sanctions. But again, I'm referring to the standards not even of international law, but of law. You can't use illegal action in order to achieve common good. And that's the issue. Yes, one state always seeks to influence another state, but you can only influence in legal means. And I will cite here an example of the struggle against international terrorism. I was following it very closely because that was part of my PhD in 2004. And I remember that the initial response and the initial authorization of the UN Security Council was the authorization to all states to use all necessary means to suppress acts of international terrorism. And we immediately saw how much states started to violate human rights. And the UN Security Council started to change its wording, referring to obligation of states to observe human rights, Charter of the United Nations, humanitarian law, and so forth. And today, the global UN counterterrorism strategy clearly identified that observance of fundamental human rights is the inalienable prerequisite of struggle with international terrorism and prevention of international terrorism. The same exists in the sphere of human rights. I only hope, as a lawyer, that we will follow the way which existed as concerned the struggle against international terrorism. Reference to human rights can't be used as a ground to violate human rights. You can never protect human rights by violating law and by violating human rights. Ma question, c'est aussi sur le rôle des Moi, j'étais directeur d'Afrique Asie, un site, avant c'était une revue. Ma question, c'est sur le rôle des ONG qui préparent les guerres, en général, au nom des droits de l'homme.
et puis après on répare des dégâts, des sanctions qui ont été imposées par ces guerres, voilà, qui sont un crime contre les sociétés, pas contre les régimes. Parce que finalement, partout où ces sanctions ont été appliquées, on a cassé la société, on a favorisé la corruption, on a favorisé les organisations mafieuses. Et l'idée, ce serait de dire non aux sanctions, parce que c'est du terrorisme international. Voilà. Well, as for NGOs, I will do a very short reflection. We cooperate very closely during the country visits and organize the expert consultations with NGOs twice a year. And I need to say that they provide very valuable information, especially when it comes to delivery of humanitarian goods and their functioning and their work with targeted societies. Vous avez des questions? Pas de questions? Dans ce cas-là, très court, puisque vous étiez intervenant. Oui, très court, c'était pour dire que 1979, je parlais de 1979, chute du Shah, eh bien, la guerre Iran-Irak, elle a été faite pour que les deux pays plus riches en pétrole se cassent la figure l'un de l'autre et ne gênent plus les puissances que ça dérangeait. Point barre. Bien, merci beaucoup, c'était un bon match. Merci beaucoup. Merci beaucoup.